Bonsoir Sophia Chikirou et bienvenue sur ce plateau. On a vu les archives, votre première bataille législative c'était en 2007 aux côtés du socialiste Michel Sciarza dans le 20e arrondissement. 15 ans après, ça y est, et ben vous y êtes. Vous êtes à l'Assemblée nationale. Quel sera votre premier combat? Qu'est-ce qu'elle représente cette élection pour vous? D'abord, c'est pas une élection comme les autres parce que le résultat n'est pas facile à comprendre. J'imagine que pour beaucoup de Français, c'est l'incompréhension totale et c'est une situation tellement inédite dans la Ve République que la phrase de Mélenchon qui disait si c'est Macron, c'est de la 4e République dans la 5e se vérifie dès le début. On est depuis dimanche soir dans une situation politique incroyable, de blocage institutionnel, de fonctionnement. Il faut pas tromper les gens en minimisant la gravité de la situation. Moi, je fais partie des nouveaux députés qui se disent que comment va fonctionner l'Assemblée nationale dans ces conditions, comment la sincérité parlementaire va s'exprimer. D'un point de vue personnel, est-ce que c'est l'aboutissement d'un combat politique? On vous dit, voilà, une militante farouche, certains vous comparent à une guerrière, vous êtes une dure à cuire, vous avez au fond été dans l'influence pendant une partie de votre carrière, et puis dans la politique, et aujourd'hui l'élection. Ça a quel sens pour vous? Je crois que beaucoup de gens ont du mal à saisir... représentante de la nation aujourd'hui. Beaucoup de gens ont du mal à saisir ce qu'est un militant politique qui est convaincu par ce qu'il fait. Ce n'est pas du tout un aboutissement, cette élection pour moi. Ah oui ? Pas du tout. Je pense que l'aboutissement sera le jour où nous gouvernerons, où nous dirigerons le pays, où nous appliquerons notre programme et nous changerons la vie des gens. Donc mon sort personnel, finalement, dans cette affaire, a très peu d'importance. Et moi, je ne vis pas ça comme... je ne me sens pas du tout parvenue, pour employer une expression familière et assez connue. Vous avez réfléchi à la députée que vous avez envie d'être? Je pense que je serai la même. Dans quoi vous allez vous investir? S'il y avait un combat pour marquer cette législature? J'ai réfléchi au travail que je veux mener à l'Assemblée nationale, parce que ça, c'est normal de réfléchir. On est élu pour faire un travail. Donc, c'est vrai que j'envisage de rejoindre la Commission des affaires économiques et de travailler notamment sur une réflexion et des propositions de loi sur la question de la propriété et notamment de la propriété collective des biens communs. Je crois qu'il est temps de remettre en question cette question de la propriété dans notre pays. On encense beaucoup la propriété privée. Elle est protégée, tant mieux. La Constitution et la Déclaration des droits de l'homme protègent la propriété privée, c'est très bien, mais nous sommes dans une telle situation de crise avec l'urgence climatique, l'urgence sociale, qu'il faut penser à des propriétés collectives, donc à cette forme de propriété collective, à des formes de propriété collective qui ne sont pas forcément des nationalisations, mais qui peuvent être, et notamment ce que je souhaite développer, des sociétés de coopératives d'intérêt collectif, qui permettent à plusieurs acteurs, dont des acteurs privés, d'intervenir dans ce type de propriété. Un exemple concret ? Eh bien, très concrètement, dans l'énergie, il existe en France une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, qui s'appelle, je crois, Enercop ou Energicop, j'ai peur de me tromper là à l'instant, mais c'est une coopérative qui permet de réunir des partenaires industriels, donc privés, investisseurs privés, et des partenaires publics, ainsi que les bénéficiaires. On verra si ce projet trouve ici, dans ce cadre un peu confus pour le moment d'un point de vue politique, un aboutissement. Vous avez dit tout à l'heure, c'est important, au fond, c'est pas une affaire personnelle, tant que nos idées ne sont pas au pouvoir, j'aurai l'impression que mon combat ne sera pas abouti. Vous allez nous dire si le résultat de la NUP est à la hauteur de vos espérances. Comment elle va fonctionner, d'ailleurs, cette grande coalition de gauche de 131 députés? Hier, la proposition surprise de Jean-Luc Mélenchon de constituer un groupe unique à l'Assemblée n'a pas trouvé preneur parmi les partenaires, mais pas de quoi empêcher une arrivée groupée et massive de l'ensemble de ces insoumis socialistes et communistes, avec le leader insoumis lui-même qui s'est chargé de la visite. Nicolas Coadou. Un ultime V de la victoire sur les marches du Palais Bourbon, les nouveaux députés de la NUP font une entrée remarquée à l'Assemblée nationale. Soucieux d'afficher un visage uni et bien décidés à faire oublier les dissensions d'hier à propos d'un groupe parlementaire commun. Très heureuse de rentrer avec un groupe aussi nombreux et qui porte des visions si convergentes. On a hâte de se mettre au travail, on a hâte de retrouver nos collègues députés insoumis, socialistes, communistes. On va pouvoir aller les saluer là immédiatement. Une photo de famille et quelques pas de danse plus tard.
C'est Jean-Luc Mélenchon, désormais député honoraire, qui guide ses collègues dans les travées du Palais Bourbon. Et un jour viendra où il faudra changer la décoration et rappeler que le fondement et l'unique souverain de ce pays, c'est le peuple. Passage indispensable dans l'hémicycle et photo souvenir au perchoir pour la déjà très populaire Rachel Keke. Voir Rachel Keke, alors que moi j'étais allée plus d'une fois la soutenir sur la lutte des femmes de chambre de l'hôtel Ibis, la voir là au perchoir en tant que députée, c'était fort. Première séance publique de la législature mardi prochain à 15h. Reste à savoir si malgré les désaccords, cette grande coalition va perdurer dans le temps. Positive. Voilà. 131 députés de la NUP arrivés groupés ce matin. Cette alliance, elle est vraiment faite pour durer ? C'est ce qu'on souhaite en tout cas et on fait tout pour. On a construit une culture commune au moment de la campagne législative. Ça s'est très bien passé dans les circonscriptions avec les différentes composantes de la NUP. Et surtout, je crois que le fait qu'hier, Jean-Luc Mélenchon ait proposé qu'on ait un groupe commun à l'Assemblée nationale, alors que ce n'était pas prévu dans l'accord. Hein. Qui manifestement, était un petit peu cavalier pour ils ont eu l'impression qu'on les mettait un peu de voile fait accompli, les partenaires. Répondre, il faut savoir à qui on s'adresse. Est-ce qu'on parle uniquement à des élus et à des composantes politiques qui sont des organes politiques, qui pensent qu'en arrivant à l'Assemblée nationale, on constitue son groupe, on a des collaborateurs, il y a des enjeux qui ne sont pas négligeables. Oui, il y a des avantages à avoir un groupe autonome. Bien sûr, il ne faut pas les négliger notamment non plus. Financier. Ou alors est-ce qu'on s'adresse au grand nombre, au peuple français et à l'histoire et au moment politique qu'on est en train de vivre. Nous, on dit, il y a une telle instabilité, on est dans une zone de turbulence politique telle qu'il faut apporter de la clarté et de la clarification pour que les gens s'y retrouvent. Et apporter de la stabilité à l'Assemblée. Si on a un groupe NUP, qui sera un groupe conséquent, il est le premier groupe d'opposition, personne ne peut le contester, et certainement pas les macronistes, qui aujourd'hui sont juste en train de jouer à un jeu vicieux, pervers, dangereux pour la démocratie, qui est celui d'aller s'allier, ce dossier-là du groupe unique, ce dossier, cette question-là est refermée aujourd'hui. Elle est peut-être refermée aujourd'hui, je pense qu'elle s'ouvrira, parce que je vous le dis encore, j'insiste, les choses ne vont pas se passer comme on a l'habitude qu'elles se passent. On a parlé de ça dans le premier débat, aller chercher, construire des majorités. Voilà, la suite ne va pas être si simple. Donc, les 4 groupes qui constituent la NUP à l'Assemblée nationale vont devoir trouver un fonctionnement qui, compte tenu de ce qu'est l'Assemblée nationale, de son règlement, à mon avis, terminera par un groupe unique. D'accord. Si on veut de la stabilité, si on veut de la force, déjà on a un intergroupe. Les votes. On entendait Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure expliquer qu'il demandait très fermement à la Première ministre Elisabeth Borne de demander le vote de confiance à l'Assemblée nationale, faute de quoi il y aurait motion de censure. Sauf qu'il n'est plus député. Et alors là, est-ce que c'est pas l'erreur de Jean-Luc Mélenchon d'avoir laissé son siège avec cette situation inédite? Est-ce que c'est pas au fond une sorte de manque d'intuition de ce qui allait se passer, de ne pas être là, alors qu'il y est encore, on sent qu'il a du mal à quitter les lieux? Jean-Luc Mélenchon a pris une décision qui lui est personnelle, c'est-à-dire celle de ne pas solliciter un nouveau mandat. C'est quelqu'un qui a justifié ça en disant « j'ai déjà été 7 fois parlementaire ». Il s'applique ce qu'il prône, le renouvellement de la représentation nationale. Il est très fier aujourd'hui de ce que nous sommes, le nouveau groupe, de sa diversité sociale, de l'entrée dans l'hémicycle de personnes qu'on n'aurait jamais imaginées à l'Assemblée nationale. Notamment à Rachel Keke. Ou alors à Mathilde, qui est une ouvrière agricole, un petit jeune étudiant précaire. On représente la société entière. Donc je pense qu'il n'a aucun regret à avoir, et il n'en a d'ailleurs aucun, sur la décision qu'il avait prise de ne pas se représenter. Je rappelle que s'il s'était présenté, il aurait été réélu sans difficulté. Ce n'est pas un choix qu'il a fait. Et puis le bruit et la fureur, Sophia Chikirou, c'est possible sans Mélenchon à l'Assemblée? Vous nous avez vus. Vous avez montré quelques images des députés. La France insoumise et les députés insoumis ont une particularité. C'est qu'ils ne sont pas formatés. Ils ne correspondent pas à des normes habituelles. Ils ne sont pas... ce ne sont ni des bureaucrates, ni des apparatchiks, ni des technocrates. Ce sont des gens qui viennent des luttes diverses et variées. Donc ils s'expriment comme ils sont, et on a toujours dit aux insoumis, soyez ce que vous êtes. Parce que ce qui fait que vous êtes intéressant, ce qui fait que vous valez la peine
d'être entendu, écouté. C'est une forme de sincérité. Bon, on verra ce que ça donne. Oui, tout à fait. C'est une nouvelle aventure politique qui commence à l'Assemblée. Restez avec moi, Sophia Chikirou. C'est l'heure d'accueillir nos affranchis pour leur parti pris ce soir. Le regard de Jean-Rémy Baudot sur le front républicain. Fanny Guinochet va nous éclairer sur le poste le plus convoité du moment à l'Assemblée nationale, la présidence de la Commission des finances. Et puis Richard Verly va nous dire comment les Européens nous regardent après la claque législative pour Emmanuel Macron. Nos affranchis, les voici. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. La politique, Jean-Rémy Baudot. Le fait marquant, on le dit, on le répète, c'est aussi, Sophia Chikirou, l'entrée en force de 89 députés Rassemblement National à l'Assemblée. C'est historique. Signe pour vous que le Front républicain est mort et enterré ou pas? Alors, on ne sait pas s'il est mort, mais en tout cas, il n'a pas fonctionné. Il faut regarder la manière dont les électeurs se sont comportés entre les deux tours. Le tout sauf Mélenchon a fonctionné, le tout sauf Macron aussi. Le corollaire, c'est que le vote RN en a été dopé. Concrètement, quand les candidats étaient absents, quand leurs candidats étaient absents du second tour, les électeurs de la NUP, d'Ensemble et de LR se sont majoritairement abstenus. Un refus de choisir qui a mécaniquement fait remonter les candidats RN. Plus frappant encore, quand il y avait des matchs NUP-RN, les électeurs Ensemble ont voté RN à 12%. Je reformule. Ça veut dire que 12% des électeurs macronistes ont voté pour le Rassemblement national. Clairement, le barrage républicain a cédé. Comment vous expliquez ça? Une addition de plusieurs facteurs, certains facteurs dont on parle largement ici, une banalisation du Rassemblement national, mais il y a aussi un discours un peu ambigu de la part de la majorité présidentielle ces dernières semaines, un flottement après le premier tour sur les législatives, sur la question des consignes de vote de la part de la Macronie. Fallait-il faire barrage au RN en soutenant la NUP? Le récit n'était pas très clair. À cornériser les deux autres blocs politiques comme deux extrêmes, la Macronie, le bloc désormais central de notre vie politique, s'est un peu coincée elle-même. Et ces ambiguïtés sur les consignes de vote, alors c'est plus clair, c'est terminé ou pas? Alors oui, mais en fait, pas du tout. La nouvelle configuration politique, avec une faible majorité pour la Macronie, pousse à rechercher évidemment des compromis à tout prix. Hier soir sur France 5, Céline Calvez, la députée LREM réélue, affirmait, je cite, « Quand on a besoin d'avoir une majorité, et si c'est bon pour les Français, on va aller chercher les voix du Rassemblement national. » Ce qui a choqué Stéphane Peu sur ce plateau. J'ai sondé un ministre tout à l'heure qui m'a dit « Débile et inacceptable. Inacceptable, ok, sauf que ce matin, moi je suis passé aux 4 colonnes, ici dans cette humble institution de l'Assemblée nationale, et j'y ai vu des députés de la majorité préférer un député RN à la tête de la Commission des finances plutôt qu'un député LFI. Il y a manifestement toujours de meilleures raisons de se tourner vers la droite de la droite que vers la gauche de la gauche, à dire qu'il est possible de travailler avec le RN. La Macronie rend inaudible son combat contre l'extrême droite, qui est normalement une partie de son ADN, et il offre aussi un boulevard à Marine Le Pen qui n'attend qu'une chose, que son parti soit normalisé pour être aujourd'hui un partenaire comme un autre et peut-être demain un candidat comme un autre à la présidentielle. Une réaction, Sophia Chikirou. On est dans une situation extrêmement inquiétante. D'abord, il faut constater et reconnaître la trahison d'Emmanuel Macron et des macronistes. Je vous rappelle qu'il a été élu avec un certain nombre de voix de la gauche pour faire barrage à l'extrême droite. Il l'a oublié, mais rappelons-lui quand même. Il y a 2 mois, il nous demandait de voter pour lui pour être élu président de la République. Là, 2 mois après, il garde le silence sur ce sujet. Il attend de voir comment les choses se passent. Donc, il tente... Ça, c'est très Macron d'attendre. C'est tout à fait son genre. Ouais, en effet. Là, je pense qu'il a compris. Et donc, il est en train de jouer sur l'ambiguïté. Il a déjà permis que l'extrême droite soit aussi haute et soit à ce point présente à l'Assemblée. Moi, je crains qu'à l'avenir, et vraiment, c'est une alerte qu'il faut lancer aux citoyens français, à l'avenir, Macron est tout à fait capable de les normaliser à tel point que dans 1 an, dans 2 ans, je ne sais pas combien de temps cette législature va durer, le pouvoir revienne à l'extrême droite. Donc nous, on a une responsabilité. Combien de temps? 2 ans, vous pensez qu'il n'ira pas au bout de son mandat? Je pense que la situation est tellement compliquée. Il y aurait le pays victoire est à du Rassemblement national ingouvernable. Marine Le Pen à Matignon. C'est possible. Je pense que Macron et les macronistes, dans leur attitude dangereuse, calculatrice, manipulatrice, sont en train d'organiser tout le terreau, de préparer le terreau à l'extrême droite. Voilà, on risque d'avoir l'extrême droite au pouvoir s'il continue de cette façon-là. Il faut clarifier les choses. Il faut vraiment qu'on prenne conscience de la gravité de la situation. Les macronistes jouent à un jeu extrêmement dangereux. Il faut qu'ils arrêtent. Et il faut qu'Emmanuel
Macron interviennent. Bon, on verra ce qu'il en sera dans les jours qui viennent. La chronique de Fanny Guénochet va aussi vous intéresser, Sophia Chikirou, parce qu'on va parler du poste convoité, le plus convoité du moment, la présidence de la Commission des Finances, que la France Insoumise et la NUP, pardonnez-moi, l'ensemble de la coalition de gauche convoite largement. Pourquoi tout le monde veut ce poste ? Bien parce que c'est un poste discret, mais qui est stratégique, parce qu'il y a des prérogatives très importantes quand on est président de la Commission des Finances. On examine les textes budgétaires et notamment le premier d'entre eux, c'est-à-dire le projet de loi de finances. On participe au contrôle du budget. Par exemple, on peut saisir l'autorité de la concurrence. Et puis s'y ajoute un pouvoir d'investigation, c'est-à-dire que le président de cette commission peut avoir accès en toute légalité à n'importe quel dossier fiscal d'un citoyen ou d'une entreprise. On lève le secret fiscal. Évidemment, il n'a pas vocation à dévoiler cette déclaration fiscale, notamment à la presse, mais c'est un contrôle très important, un contrôle aussi de l'action du gouvernement. Il peut aller dans n'importe quelle administration demander un document, et c'est un droit de regard qui est extrêmement fort. Alors, on sait que c'est une tradition, un usage, mais c'est quand même dans le règlement de l'Assemblée nationale, c'est pas dans la Constitution. Ce poste revient à l'opposition. Oui, à un membre de l'opposition, alors pas forcément le premier groupe d'opposition, c'est là où il y a bataille. Ce président est élu par les députés qui siègent dans cette commission des finances. Alors de fait, légitimement, Marine Le Pen peut le demander, c'est ce qu'elle a fait, elle réclame la présidence de cette commission, et la NUP le réclame également. Jusqu'alors, la majorité ne prenait pas part au vote, mais là aussi, c'est une tolérance, ça se faisait par consensus, mais ça pourrait changer parce que, eh bien, dans la Macronie, on n'a pas très envie de voir un membre ni de la NUP, des LFI, ni de Rassemblement National accéder à ce poste. Les Républicains peuvent aussi le demander, mais pour eux, comme ils n'ont pas la majorité, il faudra qu'ils aient des soutiens. Qui pour ce poste? Il y a déjà, tout le monde est dans les starting blocks et la compétition est lancée. Chez vous, notamment, au sein de la NUP, il y a plusieurs noms qui circulent. Éric Coquerel, qui a dit qu'il était intéressé, mais sa collègue aussi économiste, Aurélie Trouvé. Au PS, Valérie Rabault, que l'on connaît parce qu'elle était rapporteuse du budget, donc elle connaît ces sujets. Elle a dit ne pas s'interdire de regarder de ce côté. Du côté du Rassemblement national, il y a un petit peu moins de monde. Jean-Philippe Tanguy pourrait être être le président, celui qui serait présenté, parce que c'est le concepteur du programme économique de Marine Le Pen. Alors c'est un poste très technique, il faut quand même avoir quelques connaissances de finances publiques, mais vous l'aurez compris, c'est aussi un poste extrêmement politique. Le vote doit avoir lieu le 30 juin. C'est aussi pour ça que Jean-Luc Mélenchon veut un groupe unique pour être le premier. Alors, rien n'empêcherait. Là, tous les groupes se sont mis d'accord de toute façon sur le fait qu'on présenterait un seul candidat à la présidence de la Commission des Finances. Ça fait partie de l'accord. Vous savez qui sera le candidat ? Non, je ne sais pas encore. Même si je le savais, je ne le dirais pas tant que. Allez, alors on enchaîne. Donc, il serait logique que les 4 groupes qui forment la NUP sont majoritaires. Normalement, c'est à eux de voter et de désigner, puisqu'on compte sur l'abstention habituelle. Ce ne serait pas une nouveauté des macronistes dans cette commission. Richard, le grand bazar parlementaire vu de l'étranger, qu'est-ce que ça donne ? On a des médias qui parlent de ce qui nous est arrivé, un nouveau mode de gouvernement, moins présidentiel. Comment on voit les choses vues de l'Europe ? Il y a au fond, vu d'Europe, il y a 2 sortes d'opinions. Alors il y a ceux qui croient qu'un grand bouleversement démocratique, et ils s'en félicitent, a frappé la France dimanche. Alors c'est par exemple le cas du quotidien allemand Berliner Morgenpost, pour qui le président français aura désormais besoin de partenaires pour faire passer des lois. Et il ajoute, comme chez nous, c'est-à-dire comme en Allemagne, vous en avez parlé tout à l'heure. Outre-Rhin, on sait que c'est une habitude. Alors il y a ceux aussi qui croient en Europe au début de la fin du second mandat présidentiel d'Emmanuel Macron. J'ai trouvé ce titre dans un quotidien croate, traduit en anglais. C'est fait, Macron a perdu la confiance des électeurs. Les électeurs ne le laisseront plus continuer à diriger le pays sans aucune limite. Alors adieu donc Macron tout-puissant, c'est fini. Sauf que si cette révolution intéresse les observateurs européens et les médias, elle fait moins l'affaire des gouvernements, surtout ceux qui reconnaissent au président français son leadership européen. Vous savez qu'il termine le 30 juin la présidence tournante de l'Union européenne. Et nous sommes, ne l'oublions pas, à la veille de sommets cruciaux, puisque les 27 pays membres de l'UE se retrouvent à Bruxelles ce jeudi et ce vendredi. Oui. Le G7 va se réunir en Allemagne ce week-end. Les 30 pays de l'OTAN, l'Alliance Atlantique, vont se retrouver à Madrid les 29 et 30 juin. Alors ça alimente quand même l'inquiétude d'El Mundo, le quotidien conservateur espagnol. On attend quand même
même de l'Élysée, écrit-il, que Macron fasse encore preuve de leadership dans une Union européenne de plus en plus ébranlée par des défis comme celui de la Russie, jugé son éditorialiste. Oui, l'instabilité française inquiète sur le fond, on l'imagine. C'est exactement ça, parce que l'instabilité, c'est quelque chose qui en général n'est pas associé à la France sur le plan politique, parce que pour les voisins européens, alors c'est peut-être normal que le chef de l'État soit bousculé, mis en minorité à l'Assemblée nationale. Les pays parlementaires savent ce que c'est qu'une négociation entre partis, mais ils le trouvent inquiétant parce qu'ils redoutent cet affaiblissement, et notamment parce qu'il y a ce doute, il faut bien le dire, en Europe sur les principaux opposants à Emmanuel Macron, que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, à propos de la Russie. Je n'ai pas besoin d'y revenir. La France, on l'oublie souvent au sein de l'Union européenne, elle a l'avantage de son système centralisé. En général, ce que décide son président, eh bien, c'est appliqué, c'est exécuté. Donc effectivement, bazar parlementaire, ça fait peur, mais aussi mauvais souvenir des périodes de cohabitation, des ambiguïtés compliquées. Rappelez-vous, le Rwanda, la tragédie du Rwanda se passe quand même en période de cohabitation Mitterrand-Balladur. Le traité européen de Nice, qui a été extrêmement difficile à arracher, c'était la cohabitation entre Jacques Chirac et Lionel Jospin. Et puis il y a toujours cette méfiance. Quand les Français commencent à se fâcher, ça peut se terminer en révolution. Sofia Chikirou, le mot de la fin, c'est... On ne sait pas si le mot crise de régime est trop fort ou pas, mais enfin, en tout cas, dans une crise politique majeure, Bruxelles nous regarde, les marchés nous regardent aussi, et il pourrait y avoir des conséquences. Il ne faut pas découvrir la crise démocratique en France, elle n'est pas nouvelle. Moi, je fais partie des gens qui pensent que le référendum de 2005, justement, sur le traité constitutionnel européen qui a été bafoué, la décision populaire a été bafouée 3 ans après. Vous vous en rappelez, en 2008, quand Nicolas Sarkozy a ratifié le traité de Lisbonne, si je ne dis pas de bêtises, c'était l'ouverture de la crise démocratique qu'on a vu exploser avec les gilets jaunes notamment, et les revendications démocratiques et institutionnelles n'ont pas cessé depuis, y compris en période de Covid. Donc la crise démocratique en France, elle est lancinante. La fin de régime, donc la fin de la Ve République est là. Et nous, on défend la 6e République justement pour passer à autre chose et pour renouveler tout cela. Merci à vous. Merci de nous avoir accompagnés sur LCP dans cette émission. Et merci à vous, les affranchis. À très vite. Fin de cette émission. Tout de suite, votre soirée documentaire. Un film inédit ce soir. Ukraine, des photographes dans la guerre. Très belle soirée.